Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, bienvenue dans cet Excellent, l'émission qui crée le lien sur Sud Radio tous les dimanches à 19h. Et merci à tous d'être là au rendez-vous chaque semaine. Sans oublier que tous les vendredis matins à 6h36 dans le Grand Matin, je continue à vous raconter l'histoire des parcours de l'excellence. N'oubliez pas, dans ma chronique Un jour, un métier que vous pouvez retrouver sur sudradio.fr. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour vous une de nos écrivaines françaises incontournables, une femme qui manie tous les styles d'écriture avec aisance, il va sans dire, une icône littéraire, mais pas que. Vous l'aurez certainement reconnue. J'ai nommé Amélie Nothomb, la tout juste lauréate du prix Renaudot 2021 pour son dernier roman Premier Sang, sorti chez Albin Michel. Sur Sud Radio, on crée le lien entre tous les secteurs et les savoir-faire et toutes les générations aussi à travers l'excellence des personnalités qui les incarnent. Il est à peine majeur et au tout début d'une carrière qui s'annonce brillante. En deuxième partie d'émission, vous allez donc retrouver le jeune Axel Naroditsky, je l'ai bien descendu, qui joue la comédie depuis ses 8 ans et qui a déjà fait beaucoup, vous allez le découvrir. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir Amélie Nothomb. Bonsoir Judith. Bienvenue. Alors si vous me permettez, je vais vous rebaisser un petit peu votre micro. Non, vous excusez pas. Alors Amélie Nothomb, vous venez de sortir, je le disais, chez Albin Michel, Premier Sang, roman qui vient aussi de recevoir le prix Renaudot 2021. Bravo, c'est excellent. Merci. Ça vous a fait quel effet de recevoir ce prix ? Une joie, mais absolument déferlante. Tant qu'à gagner un prix littéraire et surtout un si beau, c'était vraiment pour ce livre-là qu'il fallait que je le gagne. C'est un livre voilà, mon père est mort en 2020, les premiers jours du confinement. Perdre son père, c'est la tragédie que tout le monde vit dans sa vie. Ce qui a été plus particulier dans mon cas, c'est que à cause du confinement, je n'ai pas pu me rendre aux funérailles de mon père. Donc double peine, j'ai pas pu lui dire au revoir. Deuil impossible. 6 mois après sa mort, je me dis, bon Amélie, tu es là dans ton désespoir, fais quelque chose. Tu es écrivain, qu'au moins ça te serve à quelque chose. Rends la vie à ton père pour pouvoir lui dire au revoir. Rends la vie à ton père. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai ressuscité mon père par la grâce de ce roman que j'ai écrit à la première personne du singulier en étant mon père. Je lui ai donné la voix. Je lui ai dit, voilà papa, sers-toi de moi comme instrument, parle à travers moi. Et vous l'avez senti à vos côtés pendant l'écriture ? Oui, c'était très compliqué. Je suis quand même l'écrivain de ce livre. C'est moi qui tenais la plume. Mais je le consultais régulièrement à l'intérieur de moi. Chaque fois qu'il était question de ce que mon père ne disait jamais, à savoir ses sentiments, ses émotions, je hasardais quelque chose et je le consultais à l'intérieur de moi en disant « Papa, c'était vraiment ça, c'est ça, n'est-ce pas, que tu as éprouvé, c'était ça ton sentiment ?» Et je sentais un assentiment. Alors évidemment, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Oui. Mais le ressenti, c'est votre meilleure preuve finalement. C'est ma meilleure preuve. Et puis, je voulais vraiment non seulement rendre la vie à mon père, mais écrire un livre qui lui plaise. À quoi bon écrire un livre à la gloire de son père s'il ne lui plaît pas ? Bien sûr. Je voulais montrer mon père sous son visage le plus extraordinaire. Il ne manquait pas de visage extraordinaire. Je crois que j'ai réussi. Il a vraiment fallu que j'écrive ce livre pour me rendre compte à quel point mon père était un personnage de roman exceptionnel. Ouais. On en comprend des choses d'ailleurs sur votre trajectoire grâce à ce livre aussi. Donc je le rappelle pour les auditeurs, Premier Sang, sorti chez Albin Michel. Donc c'est une plongée dans l'enfance de votre père qui est entrecoupée d'un temps présent où sa vie est en danger. Je ne dirai pas plus pour ne pas spoiler. Amélie Nothomb, j'ai remarqué que sur, je crois, vous avez 8 à peu près romans primés, 7 ou 8 romans primés, si je ne m'abuse. Je crois que vous en êtes à 8. Il y en a 5 qui sont quand même autobiographiques. Oui. Est-ce que vous êtes encore meilleur finalement quand vous parlez de vous et quand votre père vous parle à l'oreille parce qu'il y a un truc comme ça quand vous êtes dans le personnel. Écoutez, je ne suis pas juge, mais c'est vrai que beaucoup de gens me posent des questions en disant comment pouvez-vous faire ça ? Comment pouvez-vous écrire à ce point dans l'intimité ? Vous n'avez pas peur d'aller trop loin ? Écoutez, bien sûr que j'ai peur d'aller trop loin. C'est à ce moment-là qu'il faut être au plus près de son sujet. Écrivant sur mon père, par amour pour mon père, il allait de soi que je n'allais pas enfreindre des tabous. Mon père était pour ça un homme comme tous les hommes. Il avait ses défauts comme on a tous. Il avait des défauts et il avait des secrets. J'aurais rougi d'enfreindre ses secrets. Voilà, donc on peut... Tant qu'on reste dans un certain cadre, en fait. C'est ça. Il faut, quand on écrit par amour
pour quelqu'un, il faut ne pas transgresser ses secrets. Il faut l'aimer, c'est tout aussi simple que ça. Alors, on peut le dire, Amélie Nothomb, parlons vrai sur Sud Radio, vous êtes bardée de prix quand même. Je vais en citer quelques-uns. Votre premier livre, Hygiène de l'assassin, il en a reçu 2 en même temps en 93, le prix René Fallet et le prix Alain Fournier. Puis vous avez reçu celui du roman de l'Académie française pour Stupeur et Tremblement en 1999, on s'en souvient. Sans oublier le prix de Flore en 2007 pour Ni d'Ève ni d'Adam, ou le Jean Giono pour l'ensemble de votre œuvre en 2008. Sacrée consécration. La reconnaissance des pairs dans votre métier, on imagine que ça réconforte et que c'est presque incontournable finalement, Amélie Nothomb. Ça fait le plus grand bien, mais c'est très difficile à obtenir. C'est pour moi beaucoup plus difficile à obtenir que le reste. À recevoir ou à obtenir ? À obtenir. À obtenir. Parce qu'à recevoir, moi, vous savez, j'ai une grande règle, je ne refuse que les coups de bâton. Oui, vous avez bien raison. Mais bon, je suis un écrivain heureux, j'ai la faveur du public, je suis un écrivain très lu par toutes sortes de publics. C'est merveilleux. À l'international aussi. C'est merveilleux. Bien sûr. Ouais. Mais la reconnaissance des pairs, c'est encore autre chose. Ça donne une impression de légitimité accrue. Bon, je doute perpétuellement de ma légitimité. Je pense que si on est écrivain au degré où je le suis, on ne peut pas avoir l'impression qu'on fait exactement ce qu'on doit faire. On a tout le temps l'impression d'enfreindre quelque chose. Recevoir un aussi beau prix littéraire, ça me donne l'impression que mes pairs sont de mon côté, qui me disent « Oui, tu enfreins quelque chose, mais on comprend et on est de ton côté. » Alors, vous avez des amis, Amélie Nothomb, notamment Bernard Werber, que j'ai reçu ici il n'y a pas très très longtemps, que j'ai eu au téléphone aujourd'hui, et qui dit de vous que vous avez l'humilité propre à une vraie écrivaine. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce qu'il dit de vous ? Est-ce que vous trouvez qu'un écrivain doit être humble, Amélie Nothomb ? D'abord, je remercie Bernard, qui est vraiment un homme formidable, d'avoir dit ça de moi. Écoutez, j'espère qu'il a raison, parce que je crois que l'humilité est la principale qualité qu'il faille à un écrivain. Le plus grand danger qui menace l'écrivain, c'est de s'y croire. C'est d'avoir dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ce que j'écris !» C'est magnifique ce que j'écris. J'en connais quelques-uns qui sont dans... Je ne les citerai pas. On ne les citera pas. Un écrivain ne sera jamais assez humble. Le jour où il a l'impression qu'il est un écrivain, le jour où il commence à se regarder écrire, c'est fou. Il n'arrive plus à écrire, a priori, non plus, quand il fait ça. Mais malheureusement, non, c'est plus grave que ça. C'est qu'il continue à écrire et qu'il ne se rend pas compte qu'il se regarde écrire. Alors, Bernard Werber, il a aussi dit un autre truc. Il a dit, ce rendez-vous de septembre avec un petit livre, je le cite, un mot pour mot, qui fonctionne. Ce que vous avez inventé, c'est original et c'est vraiment vachement bien. C'est vous qui l'avez inventé, ce rendez-vous de septembre, avec votre petit livre oui, sauf que je ne savais même pas que je l'inventais. J'ai l'impression d'être une personne qui a inventé de vivre une très grande histoire d'amour depuis un très grand nombre d'années. Ça fait quand même 29 ans que ça dure. En faisant des petits rendez-vous, parce que mes livres sont petits. Ça ne veut pas dire que je suis feignasse. Ils ne sont pas désuets, faut le dire quand même. Ils sont forts, vos livres. Ils sont forts parce que c'est très important pour moi de faire bref. C'est parce que... Pourquoi ? C'est parce que j'enlève toute la graisse. D'accord. Vraiment. Oui, d'ailleurs, vous écrivez énormément. Je crois que vous écrivez 3 ou 4 livres par an, c'est ça ? Qu'il n'y en a qu'un seul qui sort, en fait. C'est ça. J'ai publié 30 livres, mais je suis en train d'écrire le 103e. Amélie Nothomb, mais vous allez les sortir, les autres, un jour ? Non. J'ai déjà écrit mon testament pour que même à ma mort, j'ai envie de dire, que de manière posthume, au cas où, il ne soit pas publié. D'accord. Mais comprenons-nous bien, il ne s'agit pas d'accumuler du volume, je fais exactement le contraire. Comme j'écris d'abord une première fois mes livres dans ma tête pendant la nuit, je suis extrêmement insomniaque. Je passe la deuxième partie de mon insomnie à arracher tous les mots dont on peut se passer. C'est la principale chose qu'on apprend en écrivant. C'est tout ce dont on peut se passer. Et au fil des années, je pense que mes livres se réduisent de volume parce que j'apprends de mieux en mieux. Parce qu'on arrive à l'essentiel aussi, c'est ça, Amélie Nothomb ? Parce que j'apprends de mieux en mieux tout ce que l'on peut omettre. Alors, il y a certains qui vous comparent, Amélie Nothomb, souvent en termes de positionnement, parce qu'il n'y en a pas tellement des grandes écrivaines qui cartonnent en France depuis plusieurs générations. Il y a eu Françoise Sagan, pour une époque révolue. Il y en a certains qui vous mettent plus ou moins sur le même piédestal, le même endroit que Virginie Despentes. J'adore. Qu'on adore aussi. Est-ce que vous avez l'impression d'être taillée du même bois que ces deux femmes, ou est-ce que c'est simplement, à votre avis, parce que vous êtes des femmes finalement un peu subversives dans votre manière d'écrire ou d'être, qui font que les gens vous assemblent de cette manière ? Bon, commençons par dire que j'adore Françoise Sagan et que j'adore Virginie Despentes et que je considère ça comme un très grand compliment. Maintenant, est-ce que je mérite ce compliment ? J'en suis pas sûre.
le féminisme a apporté de grands progrès, mais on n'en est pas encore arrivé au stade où on peut comparer une femme à quelqu'un qui n'est pas une femme. Je pense que le féminisme aura tout à fait réussi quand on pourra dire tiens, mais notons, elle écrit comme, je sais pas, moi, je dis pour le premier nom qui me passe par la tête, comme Hemingway. Ouais. Hein, on en est encore belle référence. Hein. J'adore. On en est encore au stade où on est obligé de comparer une femme à une femme. Je comprends, mais c'est encore le signe. Voilà, il y a un plafond de verre encore un peu. Il y a encore un plafond de verre. Et alors, est-ce que vous avez dû vous imposer, justement, dans ce monde littéraire, d'écrivain masculin en tant que femme? Est-ce que vous l'avez vécu ça très directement ou est-ce que vous l'avez jamais vraiment ressenti en face de vous? Bon, ça s'est bien passé pour moi. Je suis un écrivain heureux, mais ça se sent par toutes sortes de petites vexations. Les vexations sont petites, mais elles sont nombreuses. Je ne pense pas que quand Éric Emmanuel Schmitt passe à la télévision, ils reçoivent le lendemain 15 lettres d'hommes ou de femmes lui disant « Vous aviez une petite mine hier soir, vous devez avoir vos règles. » Donc, il y a encore... Vous recevez des choses comme ça? Je reçois des choses comme ça. Mon Dieu. Donc, bon, je ne suis pas du tout malheureuse d'être une femme. Je suis une femme très heureuse. Mais j'ai envie de dire que tout n'est pas encore gagné. Ouais, il faut encore pousser les murs, effectivement. Oui. Est-ce que vous pensez que les gens comparent parce que ça les rassure, finalement, Amélie Nothomb? Je pense que les gens sont très paresseux intellectuellement et que comparer l'inconnu au connu, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Mais en même temps, j'aurais mauvaise grâce de me plaindre. Franchement, si on m'avait dit il y a 30 ans que ça se passerait si bien pour moi, encore 29 ans après mon premier livre, j'aurais été incapable de le croire. Vous n'êtes pas projeté dans le succès quand vous avez commencé? Jamais. Quand j'ai eu mon succès avec Stupeur et Tremblement, mon premier livre il y a 29 ans, je m'étais dit, ma vieille, mets-toi, mets-en plein la lampe parce que ça va durer 6 mois et c'est déjà formidable. 29 ans après, vous êtes toujours là. C'est un beau parcours, hein, bravo. Merci Amélie Nothomb. Vous êtes bien sur Sud Radio et c'est excellent avec l'écrivaine primée, on l'a bien dit, hein, Amélie Nothomb, qui sera bientôt rejointe par un jeune acteur qui monte, Axel Naroditsky. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent, en compagnie de l'excellente écrivaine Amélie Nothomb, qui sera bientôt rejointe par un jeune acteur qui monte en flèche, on va le dire, et on va le découvrir, Axel Naroditsky. Amélie Nothomb, on l'a un peu dit en début de cette émission, vous aimez à vous prêter à pratiquement tous les styles d'écriture. Vous avez été dramaturge, conteuse, écrivaine de nouvelles, romancière, parolière de chansons. Finalement, ça résume un peu aussi toutes les facettes de votre personnalité. Hein. Vous avez besoin de... Vous aimez vous ouvrir et goûter un peu à tout, Amélie Nothomb. Je passe ma vie à tomber enceinte d'histoire et quand je tombe enceinte, j'essaie de voir à quel sexe littéraire appartient mon enfant. D'accord. C'est très difficile de le déterminer, mais en même temps, il suffit de l'entendre au plus profond de soi. Quelle est la voix de son bébé? Parfois, quand la voix est très ténue, il y a lieu de penser que c'est peut-être quelque chose de l'ordre de la poésie. J'aurais jamais le courage d'écrire un poème, mais un texte de chanson, c'est un peu mes poèmes à moi. Voilà. Et alors, est-ce que, par exemple, quand vous commencez à écrire, là, on va parler plutôt pour un ouvrage conséquent, est-ce que vous savez déjà que vous allez faire une pièce de théâtre, un conte, une nouvelle ou un roman, ou est-ce que ça vous vient au fur et à mesure? Comment ça se passe? Ça me vient assez vite, quand même. Le genre est quand même ce qui m'apparaît le plus vite. Ouais. Dès le début, avant d'écrire ou pendant que vous écrivez? Alors, pendant que j'écris, je vois apparaître le genre, et ce qui apparaît en dernier lieu, c'est le titre. Le titre qui, dans le cas de mes livres, n'est absolument pas négligeable. C'est tout simplement le prénom de l'enfant. Je parlais de grossesse. Voilà, je procède comme les femmes esquimaux. Un peu comme vos personnages qui ont toujours des prénoms assez étonnants. C'est aussi, ça. hein. J'attends que mon bébé soit, pour ainsi dire, visible. Je regarde sa tête et je me dis, tiens, celui-là, il a quand même une tête à s'appeler Métaphysique des tubes, par exemple. Et alors, vous hésitez sur les titres ou vous apparaissent et c'est une évidence? Ils m'apparaissent comme une évidence, aux grandes dames de mon éditeur qui, à chaque fois, se met en tête de débaptiser mes enfants pour leur donner des titres plus acceptables. Il aurait bien tort, ça marcherait moins après. En tout cas, il est tombé sur un os. Hein. Alors, Amélie Nothomb, on va revenir un peu à votre genèse. Après une enfance passée aux quatre coins du monde, globalement aussi beaucoup en Asie grâce à votre papa diplomate, vous avez très tôt commencé à lire et à écrire plutôt, lire j'espère bien avant, à l'âge de 17 ans. Est-ce que vous auriez pu commencer avant? Est-ce que c'est une vocation? Est-ce que c'était ça que vous vouliez faire depuis le début? C'est très difficile de répondre à cette question parce que j'appartiens à un milieu très littéraire, ce qui n'est pas du tout une aide. Quand on vous présente la littérature comme un temple, vous vous dites, mais moi, misérable vermisseau, qu'est-ce que j'irais faire dans ce temple? Ce qui a changé ma vie, c'est qu'à l'âge de 17 ans, j'ai lu un chef-d'œuvre de Rainer Maria Rilke qui s'appelle « Lettre à un jeune poète »,
qui présente l'acte d'écrire d'une façon tellement révolutionnaire que quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, peu importe que je sois nulle, j'ai le droit d'écrire moi Quelle aussi. référence, hein. C'est Oui. une belle référence. Hein, Très bravo. belle. Et alors, Amélie Nothomb, on l'a dit, vous écrivez 3 ou 4 livres par an et vous en sortez un seul. Est-ce que c'est un processus de création pour vous? C'est que il faut élaguer à un moment donné. Est-ce que vous commencez pas par trop finalement pour arriver à la bonne dose? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que vous avez besoin du trop pour arriver au parfait ou à l'assez ensuite? Il m'est difficile de répondre à cette question en ces termes-là. Je dirais plutôt que j'ai tout le temps besoin d'être dans l'acte de création. J'ai besoin de ne jamais interrompre l'acte d'écrire. D'accord. La première chose que je fais quand j'écris le mot « fin » au bas d'un roman, c'est que j'écris à la seconde d'après, je commence le suivant. Ça aussi, c'est une règle d'humilité terrible. Oui. Parce que c'est vrai que quand on termine un roman, on a un sentiment un peu glorieux. On se dit « Ah tiens, j'ouvrirais bien une bouteille de champagne. Quand même, je viens de terminer mon 100e roman consacré à tel noble sujet. » 103, vous en avez fait. 103. Mais justement, il faut s'interdire ça. Il faut se dire... Parce que la satisfaction empêche la remise en question propre à la création derrière. En plus, qu'est-ce que l'inspiration? L'inspiration, c'est comme une gigantesque énergie musculaire qu'il faut à tout prix conserver. Si vous vous interrompez dans votre énergie musculaire pour boire une bouteille de champagne ou célébrer ça, c'est foutu. On ne dira jamais assez combien l'inspiration est athlétique et ne souffre aucune interruption. D'accord. Et c'est quoi vos conditions d'écriture alors, Amélie Nothomb? Ah, elles sont spartiates. Hein. Ouais. Ça suppose de ne jamais me réveiller au-delà de 4 heures du matin, ce qui signifie de me réveiller bien régulièrement, bien avant 4 heures du matin. Pourquoi? Parce que c'est les bonnes heures pour écrire. Ouais, c'est calme. Voilà. Et puis, il y a un état d'esprit aux petites heures du matin, quand on se réveille beaucoup trop tôt, après avoir trop peu dormi. Il y a un état d'esprit qu'on ne rattrapera jamais aux autres heures de la journée. Il faut un certain inconfort, une certaine angoisse, une très grande solitude pour trouver exactement l'inquiétude, l'inconfort qui va permettre d'entendre le son. Mon son est très ténu, mais je l'entends. Quand il est là, je me dis, voilà, c'est ça que je veux écrire. C'est l'inconfort qui vous permet de créer, Amélie Nothomb. Oui, alors, c'est pas une règle absolue. Non. À chacun ses règles. Oui, bien sûr. Mais je le répète, moi j'écris pour trouver mon son. Mon son est ténu. Il faut une oreille particulière pour l'entendre. Donc j'ai dû trouver cet inconfort-là pour trouver ce son-là. Et alors vous écrivez de 3-4 heures du matin jusqu'à quelle heure? Est-ce que c'est tous les jours aussi? C'est tous les jours, Ouais. sans aucune exception, même quand je suis malade, même quand c'est la fin du monde. Et c'est un minimum de 4 heures par jour. D'accord. Et on a parlé de tous vos exercices de style bien différents. Est-ce que c'est la même technique? Est-ce que c'est toujours cette régularité de mise au bureau qui vous permet d'aborder les styles avec autant de facilité aussi, à votre avis? Facilité, c'est un grand mot, c'est très difficile. Quand on vous lit, on a l'impression que c'est facile. Je vous assure que c'est une impression. L'idée, c'est d'être toujours à l'avant-garde de soi-même. Il faut toujours aller à l'endroit où l'on ne connaît pas. Il faut toujours choisir la voie la plus difficile. C'est particulièrement vrai quand on écrit. Rilke, toujours lui, dit « La vie choisit toujours la voie la plus difficile ». C'est vrai aussi pour l'écriture. Amélie Nothomb, vous avez un style vestimentaire reconnaissable, hein, qu'on a très connu, avec vos grands chapeaux, votre amour pour le noir. C'est un style assumé qui est bien loin des idées reçues de l'écrivain seul et déprimé dans sa chambre de bonne, tout seul, sous les toits. Hein. Est-ce que détonner, c'est pour mieux étonner? Est-ce que votre style, il y allait avec votre style d'écriture? Est-ce que c'était important de se créer ce personnage aussi, là? Alors, très honnêtement, je n'en sais rien. Je vais essayer de vous expliquer. Je suis quelqu'un qui ne s'aime pas physiquement. Il m'est arrivé cet accident heureux que je suis devenue célèbre. Et dès lors, mon éditeur m'a dit, il faut que tu apparaisses. Il faut que tu existes physiquement. C'était pas gagné, je m'aimais pas physiquement. Je m'aime toujours pas physiquement. Donc, il a fallu trouver je ne sais pas, une espèce d'armure, une espèce de costume de guerre qui me permette d'apparaître. Alors là, je lis la déception dans les yeux d'Axel parce que j'ai pas de chapeau. J'explique tout de suite, c'est parce que en ce moment de Covid, il faut porter un masque. Oui, le masque et le chapeau, c'est compliqué. Mon masque est évidemment noir. Quand je porte mon chapeau noir et mon masque noir, je ressemble beaucoup trop à Zorro.
J'aime bien l'idée. Alors, vous êtes l'irrévérence. On aime bien, enfin, en tout cas, dans mes recherches, c'est un mot qui revient souvent, que vous êtes irrévérencieuse, chose avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, cela dit. Mais vous êtes aussi irrévérencieuse, finalement, face aux strates hyper étanches du monde littéraire français, justement, entre les styles auxquels on veut cantonner les écrivains. C'est volontaire, en fait, chez vous aussi, cette envie de transgression? C'est particulièrement indispensable à une époque où vraiment on dirait qu'il faut choisir son camp. Soit on est un auteur populaire, mais alors on est dans le feel good, soit on est un auteur super littéraire, mais à ce moment-là, il faut avoir un air de souffrance très profond. Oui, c'est ça. Et ça m'indispose. Oui. Franchement, quand j'écris un livre, c'est parce que je suis enceinte d'un livre, c'est pas parce que j'essaye de me donner tel ou tel genre. J'espère bien que mon livre va plaire au plus grand nombre. Évidemment, on est très hypocrite si on dit autre chose. Mais est-ce que ça suppose vraiment un air de grande souffrance? Avec cette voix-là, je sais pas. on peut hésiter. Et alors, par rapport à vos inspirations, finalement, votre meilleure inspiration, Amélie Nothomb, c'est vous-même, quoi. C'est votre histoire familiale aussi? Alors, c'est vrai que j'ai une histoire familiale qui n'est pas banale. Non, oui, clairement. Est-ce que c'est dû au fait que je viens d'un milieu arriéré, belge, et qu'en plus mon père est diplomate, qu'on a changé de pays tous les 3 ans quand j'étais petite, qu'il a fallu tellement s'adapter. C'est une vie de roman aussi, finalement. C'est une vie très romanesque, c'est une vie très dure, très belle, mais très dure. Oui, parce que finalement, il n'y avait pas d'ancrage. C'est ça. Parce qu'il n'y avait pas d'ancrage, parce qu'il était impossible de voir un territoire à soi, et parce qu'il fallait surtout pas s'imaginer qu'on était installé. Dès qu'on avait l'impression d'être installé, on perdait tout. Il fallait s'adapter. Mais quand je dis s'adapter, c'est pas parce qu'on va 3 km plus loin, c'est parce qu'on va 10 000 km plus loin, qu'on perd tout et que vraiment, il faut tout recommencer ailleurs. C'est magnifique, mais c'est très traumatisant. Pour un enfant, on imagine, ouais. À plus forte raison. Et donc finalement, votre territoire à vous... c'est le langage. C'est le langage et l'imagination que vous vous êtes créé aussi, on imagine, parce que vous êtes, du coup, comme il fallait bouger tout le temps, votre territoire, c'était vous-même, Amélie Nothomb. Et en particulier les mots. Je fais partie de ces êtres pour qui les plus grandes expériences sont langagières. Ça a commencé très petite, quand j'ai acquis le langage, j'ai tout de suite commencé à me raconter des histoires. A priori, j'étais mon propre public. D'accord. Et je me racontais même pas des histoires, je me racontais l'histoire. C'était une espèce d'histoire sans fin, dont les héroïnes étaient ma sœur et moi, et je me racontais l'histoire, et c'était formidable. Et alors, est-ce que quand vous avez eu la possibilité d'écrire, vous l'avez écrite, cette histoire, Amélie Nothomb, la première? Alors non, mais je ne désespère pas d'y arriver, parce que je me souviens dans quel état d'extase j'étais quand je me racontais l'histoire de ma sœur et moi allant sur la planète Mars parce que nos parents nous avaient abandonnés. Enfin, c'était un mélange de science-fiction, de Zola, il y avait tout à la fois, c'était fantastique. Donc finalement, on est bien d'accord, aujourd'hui, on est dans une période où les enfants sont très sollicités, où effectivement, ils ont peu de place pour l'imaginaire puisqu'ils ont plus d'ennui. L'ennui, c'est important. Mais bien sûr, mais laissez vos enfants s'ennuyer. Si votre enfant vous dit « je m'ennuie », vous lui dites « mais bravo, c'est bien, continue ». Il ne faut pas toujours occuper ses enfants. J'espère que ma mère va écouter ça. Pourquoi, Axel, vous vous ennuyez? Non, mais c'est marrant, mais j'ai un petit peu la même histoire avec mon frère, celui qui me suit, qui est juste derrière moi. Et on se racontait, on était souvent en train de s'ennuyer dans mon lit parce qu'on dormait ensemble quand on était plus jeunes. Et on se racontait justement des histoires comme ça, donc ça me fait beaucoup penser à ce que j'ai pu vivre aussi. Axel Noroditsky, et votre maman, elle vous poussait à vous ennuyer aussi? Non, ma mère a juste peur qu'on s'ennuie. Ah, d'accord. Donc elle veut pas que... Et des fois je lui dis mais c'est bien, c'est pas de souci. D'accord, moi j'en connais d'autres qui disent c'est très bien, continue à t'ennuyer, oui, effectivement. Et Amélie Nothomb, finalement, toute cette enfance qui vous a bercé et tout ce que vous avez vécu depuis, est-ce que ça pourrait donner un roman, par exemple, vous allez vraiment raconter votre vie à vous, totalement autobiographique depuis le départ? Peut-être que ça m'arrivera un jour. J'ai beaucoup de mal à imaginer ça parce que, pour le coup, ce serait un volume plus grand que les 160 pages habituelles. Un grand livre bientôt, peut-être, justement? Non. Franchement, à moins d'une mutation génétique extraordinaire, je ne le vois pas arriver. Mais, vous savez, je vais encore vivre un grand nombre d'années. J'espère bien. Donc, qui sait? Peut-être que je vais muter et qu'un jour, j'amènerai un énorme bouquin. Vous aurez envie d'écrire long? Sait-on jamais. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez en faire de tous ces romans qui ne seront jamais publiés, du coup? Alors, j'ai longtemps réfléchi à la question, puisque ce sont mes enfants au même titre que les autres. Donc, je ne veux en aucun cas qu'ils soient détruits. Quelle mère voudrait que ses enfants soient détruits?
Donc, je voudrais à la fois qu'il ne soit pas détruit, mais pourtant qu'il reste inaccessible après ma mort. Donc, après des recherches infinies, j'ai trouvé la solution. La résine. Je veux que mes innombrables manuscrits non publiés soient coulés dans un bloc de résine. D'accord. Et ça deviendrait une œuvre, en fait. Une gigantesque œuvre. Reste à savoir ce que faire de cette œuvre. Mon rêve secret serait que l'enfer de la Bibliothèque Vaticane accepte la gigantesque bloc de résine. On leur envoie un message aujourd'hui. Si vous avez des relations avec le Vatican à Sud Radio, je vous prie d'intercéder. On va regarder. Merci beaucoup Amélie Nothomb pour ce partage. C'est excellent sur Sud Radio avec l'excellente écrivaine, vraiment Amélie Nothomb, et l'acteur Axel Naroditsky, on va y arriver. On revient les copains. Pardon, je suis désolée. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Merci à vous d'avoir choisi cet excellent sur Sud Radio. On est bien ce soir en compagnie de l'écrivaine pas comme les autres, Amélie Nothomb. Amélie Nothomb qui est rejointe par un jeune acteur dont j'avais envie de vous parler. Bienvenue sur Sud Radio, Axel Naroditsky. Et bonsoir. Ouais, je l'ai bien descendu cette fois-ci. Ouais, c'est pas mal. Alors Axel Naroditsky, une fois n'est pas coutume, je le dis pour mes auditeurs, je reçois beaucoup d'artistes confirmés dans cet excellent. J'avais envie de changer un peu d'histoire en racontant la vôtre, celle d'un très très jeune acteur et chanteur qui monte en puissance et accumule déjà 10 ans de carrière à 18 ans. Oui. Vous avez commencé à 8 ans, Axel. Oui, j'ai commencé, mais je fais 10 ans de carrière, c'est un peu... Disons que c'est pas vraiment une carrière. Ma carrière, vous avez commencé à être l'acteur à 8 ans. Vous commencez à faire une carrière, on va dire, plus sérieuse maintenant. Voilà. Mais vous avez commencé à jouer à 8 ans. Disons comme ça, oui. 10 ans de carrière. Alors, Axel, justement, quand vous avez commencé, je sais que c'est votre maman qui vous a inscrit à vos premiers castings, etc. Ouais. Est-ce que c'était une volonté de votre part à vous aussi ? Alors, c'était pas vraiment... disons, ma famille n'est pas du tout dans le cinéma. Même très loin de ça. Ma mère est sportive, mon père est médecin. D'accord. Absolument pas dans le cinéma et non, en fait c'est mes frères qui ont fait les doublures plongées sur le film qui s'appelle L'Odyssée, qui raconte la vie de Cousteau, qui est sorti en 2016. Et donc mes frères ont fait les doublures en plongée sous-marine sur ce film, et du coup moi j'ai pas été pris parce que j'étais trop grand. D'accord. Et donc là j'ai dit c'est pas possible. Donc ça vous a énervé. Ouais, j'ai dit non, c'est pas possible, moi je vais faire des castings là. Et du coup vous êtes allé demander à votre mère? Ouais, en fait je savais même pas que c'était possible moi de faire des films, de faire des trucs comme ça, donc voilà, j'avais fait un petit peu de théâtre, un peu de trucs, mais c'est vrai que je m'étais jamais dit que je pouvais avoir la chance de tourner dans un film, donc je suis allé demander, j'ai dit maintenant je vais faire des castings. Et alors vous avez fait des castings et vous avez été pris, puis vous avez eu pas mal de rôles, dont des rôles principaux, puis comment ça s'est passé en fait? Parce que vous avez fait des cours aussi à côté après, mais dès le départ en fait c'était quelque chose d'instinctif chez vous de jouer la comédie, Axel Naroditsky? J'ai réussi. Non, oui, je pense que oui, je sais pas. J'ai toujours. Vous êtes posé la question? Enfin, vous vous en souvenez de votre premier rôle? Ouais, je m'en souviens. Puis je l'ai, le court-métrage en plus. J'ai encore, vous vous souvenez de la sensation, etc. Ouais, mais je sais pas, j'ai toujours été quelqu'un de très sensible et tout, donc je pense que ça vient de là. C'est aussi. La sensibilité qui aide? Ouais, je pense que ça vient de là. Je pense que j'ai toujours essayé de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de moi, ce que les gens. Donc je pense que ça vient de là, donc histoire de s'intégrer, s'incarner à quelqu'un d'autre. Donc. Et alors vous jouez un rôle récurrent, bravo. Vous jouez Mathias, le grand frère dans la série Fugueuse, tous les jeudis sur TF1. Alors vous êtes aux côtés de stars du petit écran français, Michael Youn par exemple, Sylvie Testude. C'est excellent, bravo. C'est pas la première fois que vous jouez dans une série, mais c'est vraiment votre premier rôle récurrent, on est d'accord? Non, c'est Je te promets, mon premier rôle, qui est sorti avant. Oui. Mais Je te promets, c'était plus petit dans la saison 1. Oui, parce que j'allais en parler, Je te promets, je croyais que ça venait après en fait. Non, j'ai commencé par Je te promets. Et alors la récurrence d'un rôle, on imagine que c'est pas tout à fait pareil qu'un seul rôle de composition dans un film. Comment est-ce qu'on fait pour se réinventer et pour être moi j'aime bien en fait la série parce que justement c'est plus long, c'est plus grand, il y a plus de choses à raconter, puis il y a plus de choses à penser aussi sur l'évolution d'un personnage et tout. Moi je trouve ça bien plus cool en fait le format série que. Puis il y a un côté un peu challenging, on imagine, qui vous plaît aussi. C'est plutôt Bon, et alors donc justement il y avait la série Je te promets qui est passée entre autres aux côtés de Camille Lou. Vous avez joué un rôle récurrent, puis sans oublier qu'en début d'année c'est la série Vise le cœur qui sortira sur la même chaîne. Je me suis pas trompée là-dessus. Voilà. Alors vous êtes le nouveau chouchou de TF1, Axel, mais ça n'est pas arrivé comme ça. On imagine parce qu'il faut bosser quand même. Donc vous avez fait le conservatoire de Toulon en théâtre chant. Vous avez fait ça là il y a pas longtemps? J'ai fait ça de 2017 à 2020, tout comme ça. Et vous jouiez déjà avant? Et qu'est-ce que ça vous a apporté finalement? J'ai commencé par le ciné, en fait. D'accord.
Le théâtre, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement à part. Ça va rien à voir, les deux, en fait. C'est vrai que souvent, on a tendance à les mettre dans le... C'est pas vous avez du tout fait la des même études, chose vous avez fait conservatoire, alors que tout ce que je fais quand je tourne dans les séries, tout ça, j'utilise rien de... du moins vraiment pas grand-chose de ce que j'ai appris au conservatoire. Et donc, qu'est-ce que ça vous apporte, du coup, d'avoir fait le conservatoire, si vous voulez faire de la télé ou du cinéma ? Non, mais c'est parce que j'aime bien le théâtre aussi. Alors maintenant, c'est vrai que ça m'a un peu bloqué. J'ai eu du mauvais... c'est pas que j'en ai un mauvais souvenir, mais c'est pas mon truc, quoi, le théâtre, en fait. Je pensais que c'était mon truc. J'aime beaucoup la scène. Et je compte faire de la scène, mais c'est vrai que le théâtre classique... Vous aimez la scène musicale, vous, hein ? J'aime la scène musicale, non, mais j'aime aussi tout ce qui est un peu plus contemporain, des trucs que je peux écrire moi pour jouer. J'aime bien faire rire mes copains, faire des trucs comme ça. Donc je pense que j'aimerais bien, j'aimerais bien. Vous avez vu comme il est déterminé, Amélie Nothomb, ce jeune, hein ? Je suis admirative. Parce qu'il a un sourire exceptionnel. Il est beau, ouais. On peut le dire. On peut le dire, parlons vrai sur Sud Radio. À son âge, à 18 ans, donc à l'âge de Axel Naroditsky, Amélie Nothomb, vous étiez bien décidée, vous aussi, sur votre route ? Mais pas du tout. Pas du vous tout. m'auriez rencontré à 18 ans, vous n'auriez pas misé un demi-centime sur moi. J'étais super mal dans ma peau. J'écrivais déjà, mais pas du tout dans le but de devenir écrivain. J'écrivais pour m'en sortir, pour comprendre dans quelle tragédie je m'étais enfoncée. J'étais d'un sérieux dramatique. Je ne possédais aucune jeunesse. J'étais sinistre. Oh. ça vous a rendu drôle, en tout cas. Maintenant, oui. C'est facile d'en parler tant d'années après, mais je vous assure que quand j'avais l'âge d'Axel, je n'étais pas du tout comme Axel. Ouais. Axel Naroditsky, vous êtes déterminé ? Qu'est-ce que vous voulez devenir ? Vous voulez devenir une grande star du cinéma ? Je suis déterminé. Un grand réalisateur aussi ? J'ai faim. Ouais, vous avez faim. Bravo. Ouais. Comme on dit, il faut avoir la dalle. Ouais, c'est ça. Ouais, non, j'ai envie de bosser. J'ai envie de bosser et puis je suis frustré. Oui, pourquoi ? Par toutes ces années de... Vous êtes tout jeune toutes ces années. Non, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Parce qu'en fait, ça fait longtemps, vous aviez 8 ans quand vous avez commencé. Ouais, mais c'est même plus que ça. C'est que j'ai toujours eu envie il y a quelque chose que... Ouais, j'ai envie d'exorciser des trucs et tout. Et chaque fois, ça va pas au bout de ce que je veux faire. Et par manque de moyens, Qu'est-ce qui vous manque ? Je manque de... Je sais pas trop. Mais il y a eu le Covid aussi. Ouais, il y a eu le Covid. En vrai, le Covid, moi, ça m'a arrangé. Oui, mais ça, on va en parler. Vous êtes aussi auteur, compositeur, interprète, Axel Naroditsky, si je ne m'abuse. Pareil. Hein, vous avez fait un album, là ? Ouais, j'ai fait un album. Ouais. J'ai fait un album qui est sorti là, enfin, et alors, pourquoi est-ce que c'est un peu comme du slam, c'est presque du rap ? Pourquoi vous avez choisi ce style-là ? Moi, je suis amoureux de l'homme pâle. D'accord. Donc c'est vraiment ma grande référence et tout le monde le sait. Et donc j'écoute principalement du l'homme pâle, j'écoute aussi beaucoup de Nekfeu. Et donc ouais, je me retrouve beaucoup dans ce style. Vous êtes bien dans votre génération, quoi. Musicalement, je parle. Non, musicalement non plus. Non, en fait, j'écoute pas. En fait, moi, j'écoutais pas de rap, j'aimais pas du tout ça. D'accord. Et j'ai rencontré donc un grand ami qui est devenu mon meilleur pote aujourd'hui, avec qui je fais de la musique, qui m'a mis au rap, qui m'a dit je lui disais mais moi je supporte pas le rap, j'ai fait beaucoup de musique depuis que je suis jeune, je fais beaucoup de musique, des instruments pas de rap. Et je supportais pas ça. Et lui il m'a dit mais non mais tu te trompes complètement sur le rap je pense, donc je vais te faire écouter des trucs. Et puis finalement il m'a fait écouter. Et puis comme on dit, vous avez un très bon flow. Hein. Ouais, c'est cool. Vous avez fait le conservatoire de Toulon, on l'a dit, en chant, en théâtre et en danse. Vous faites de la musique, vous êtes acteur plus que comédien pour l'instant. Est-ce qu'il faut savoir tout faire pour pratiquer bien ? En fait, Axel non, il y a des gens qui font très bien, qui sont spécialisés dans ça. Je me référence par exemple aux acteurs américains qui doivent savoir chanter, danser, etc. pour savoir alimenter leur rôle plus facilement et ouvrir leur panel de possibilités, en l'occurrence Broadway, etc. Ouais. Est-ce qu'en France c'est pareil à votre avis ? J'en sais rien, je sais pas. Moi, je sais Pourquoi vous avez appris tout ça En fait, je sais pas. Il y a à la fois, moi, tout ce qu'on me dit, tout ce que j'entends souvent, c'est il faut quand même se concentrer sur ce que tu veux faire vraiment. Puis, comme j'ai envie de tout faire, du coup, je me concentre pas vraiment sur quelque chose en particulier. Je pense que non, j'ai envie de tout faire, donc je me restreins pas à un truc. Puis je sais pas. Amélie Nothomb, quand vous exercez différents styles littéraires, c'est une question que j'avais envie de poser suite à celle-là, justement. Est-ce que le fait de justement avoir testé ces différents styles vous permet d'être plus complète aussi dans votre exercice, dans votre création finalement ? Oui, parce que connaissant bien mes limites, je sais justement celles que je veux dépasser. Avec le temps, j'apprends mieux ce dont je suis parfaitement incapable et que donc j'ai envie de faire. D'accord.
Donc finalement, ça permet de prendre du recul aussi. C'est certain. Voilà, c'est certain. pour mieux pointer du doigt les choses que vous avez envie de réussir malgré la difficulté. Mais exactement. Oui. Quel est l'intérêt de faire toujours la même chose ? L'intérêt en littérature, c'est d'être pionnière, mais pionnière de soi-même. L'avant-garde, c'est par rapport à soi-même. Je veux toujours être à l'avant-garde de moi-même. C'est joliment. Effectivement, ouais, ça aide. Moi, je trouve que ça aide, par exemple, quand je sais que la musique et le cinéma, les gens pensent que c'est des univers qui sont différents, et en fait, moi, je me retrouve vraiment dans le rythme. Et en fait, je trouve que au cinéma, comme dans la musique, il y a vraiment un rythme. Et c'est ça, en fait. J'ai l'impression d'avoir le même rythme en musique que dans ce que l'écriture aussi, on imagine. Au cinéma et dans l'écriture aussi. Ouais, je pense que du coup, c'est le rythme, c'est important pour vous, Amélie Nothomb ? C'est terriblement important. Moi, j'écris des livres parce que je suis incapable de faire de la musique, mais ce qui m'importe le plus au moment où j'écris mes livres, c'est de créer mon son. Je pense qu'on travaille tous sur le son. Ouais, non, c'est ça, mais c'est ce que vous dites au début, même au niveau de raccourcir au maximum dans le c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Axel, on va écouter un tout petit extrait de ce que vous faites tout de suite. Après-moi l'eau, après-moi l'eau, rage, après-moi l'eau, après-moi l'eau, rage, après-moi l'eau, après-moi l'eau, rage, après-moi l'eau, après-moi l'eau, après-moi l'orage. La tête haute devant l'orage. Le ciel s'est éteint sous une pluie battante et nous laisse faire naufrage. Vous écrivez vos textes aussi ? Ouais. Donc il y a quand même un vrai processus d'écriture et de recherche, parce que c'est quand même presque des poésies. Vous disiez ça tout à l'heure, Amélie Nothomb. Bon, je sais pas si je me qualifierais une comme chanson, poète, c'est mais... une poésie. C'est un texte court, quoi. Oui, après le rap, ça relie plein de styles en fait d'écriture, je pense. Et puis c'est pas que de l'écriture, c'est du texte, c'est du rythme, c'est de la rime. On calcule, c'est des maths aussi le rap quelque part aussi. C'est intéressant. Pourquoi c'est des maths ? Parce que vous calculez les tempos, etc. Parce qu'il y a des codes de syllabes, le rythme finalement c'est des flows qui sont tous différents. On essaie de reproduire les mêmes ou alors de faire différents, puis faire en fonction de ce qu'on veut faire. Ouais, non, ça reste des maths. Et alors pourquoi la tête haute devant l'orage, Axel Naraditsky ? La tête haute devant l'orage. Ouais. Pourquoi ? Parce que peu importe ce qui arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on traversera la tête haute. Ouais. Voilà. Vous pensez la même chose, Amélie Nothomb ? On peut traverser toujours la tête haute à travers l'orage. Vous rejoignez bien tous les deux finalement. Ouais. Quelle rencontre. C'est ça. Voilà, on espère que ça va continuer. Peut-être qu'elle va vous écrire une chanson. Ouais, pourquoi pas. Je pense qu'Axel n'a aucun besoin qu'on lui écrive ses chansons. Vous n'avez pas envie de travailler avec des auteurs, Axel Naraditsky ? Non, pas forcément. Non. Vous voulez tout maîtriser ? En fait, j'ai du mal, mais même ça rejoint aussi le cinéma quelque part. J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal, et tous ceux qui ont pu travailler avec moi le savent. Et c'est un peu le truc quand on bosse, quand on fait des scènes et tout ça, c'est que j'ai du mal à suivre le texte. D'accord. Parce qu'il est pas de. En fait, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais du coup, je trouve que chacun a sa manière de parler, par exemple, dans un dialogue. C'est pour ça que le théâtre, c'est plus compliqué pour vous, j'imagine. Et c'est pour ça que c'est super compliqué, c'est que c'est des trucs qui se ressemblent absolument pas en plus à ce que je suis dans la vie de base. Donc le cinéma, tout souvent, je change des trucs, et moi, ils me disent, tu pourrais garder ça. Une virgule, c'est important, Amélie Nothomb. Je suis capable de me battre pour une virgule. D'accord. Un tempo, c'est terriblement important. Ouais. Quel bon mot sur Sud Radio ce soir. On est bien, et vous aussi, vous êtes bien sur Sud Radio, en compagnie de l'auteur prolifique Amélie Nothomb, d'un jeune acteur et chanteur éclairé, on l'entend là, Axel Naraditsky. À tout de suite. Retarder le désastre et la réponse n'est pas dans les astres. Guidé par des forces qui se trouvent au-dessus de moi. Libido trop puissante, les hormones en puissance, y a rien qui redescend. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent d'être avec vous ce soir, comme tous les dimanches à 19h. Ce soir, pour vous, dans cet excellent, on crée le lien entre la littérature et la comédie et entre les générations, avec l'écrivaine reconnue Amélie Nothomb et l'acteur en devenir Axel Naraditsky. Axel Naraditsky, on a beaucoup entendu dans la presse que votre génération, on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, a pris de plein fouet et assez durement la crise Covid et les confinements. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette période ? Personnellement, je dirais que ça a été très dur. Oui. En fait, déjà parce que j'étais
j'arrivais dans mon adolescence, le moment de ma vie où je commençais à sortir, à avoir des potes. Vous aviez 16 ans, quoi. J'avais 16 ans et en fait, j'avais l'impression de passer un peu à côté de tout ce que je m'imaginais quand. C'est comme si vous aviez été puni un peu, en fait. Hein. Ouais, et puis surtout que moi j'attendais mon adolescence depuis que je suis né. En fait, j'ai toujours voulu être plus grand. Donc je suis arrivé un peu à 16 ans en me disant ça y est. Et puis non, en fait, ça y est pas. Donc ouais, non, j'en ai beaucoup souffert. Après, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, avec le recul, et puis que maintenant que ça commence un petit peu à passer, je me dis qu'en vrai, la crise sanitaire est arrivée au bon moment. Pourquoi ? Pour moi, dans ma Parce que ça carrière. vous a permis de travailler, c'est ça ? Ouais, parce que en fait, c'est surtout que je me dis que maintenant, j'arrive à Paris maintenant. Et que avec des gens qui ont été touchés pendant 2 ans, qui n'ont pas pu travailler, et que maintenant tout le monde a envie de faire des projets, des trucs, oui, et que parce que ça bouge maintenant. Ouais. et que j'arrive maintenant. C'est la bonne puis, énergie, donc quoi. voilà, donc c'est pour ça que je me dis que ça m'a aidé en quelque Puis vous avez sorte. continué les cours aussi, vous avez bossé, quoi, du coup. Ouais, j'imagine. j'ai continué les cours. Ouais. Bof. Ouais, non. Ça a été dur de pas décrocher, on imagine. J'ai décroché, moi j'ai complètement décroché les cours. Ouais, j'ai complètement décroché. Puis en plus j'étais en tournage. Puis la dernière année, je suis carrément pas allé parce que j'étais en tournage après Covid, après confinement, après je l'ai eu, donc je suis pas allé. Puis après j'étais qu'à contact de je sais pas qui. Donc finalement toute l'année j'y suis presque quasiment pas allé. Ça m'a beaucoup arrangé parce que voilà, j'aimais pas du tout ça. D'accord. Et, donc finalement ça vous a rendu service. donc ça m'a rendu service sur les 2 ans, et à la fois ça a été dur parce que puis aussi il y avait ce truc de se demander un peu dans quel monde on allait construire notre avenir. Parce que c'est déjà compliqué avec tous les problèmes qu'il y a hors Covid, et qu'on se rend compte qu'on vit dans un monde un peu bizarre, un peu. Ouais. Ça donne pas très envie. Bizarre, le monde d'aujourd'hui, Axel Ça donne pas Naroditsky. très envie. On se dit qu'il y a pas trop de solidarité, de trucs comme ça, et quand on arrive à 18 ans. Ça manque d'amour, vous trouvez ? Ouais, ça manque beaucoup d'amour. Ouais. Ça manque d'amour, ça manque de confiance. Les gens se font pas confiance. Les gens sont pas du tout solidaires. Et je trouve ça dommage. Vous êtes d'accord avec ça, Méline Nothomb, on manque d'amour en ce moment ? C'est certain. Et le Covid n'a rien arrangé. On a beaucoup pensé que le Covid allait adoucir les gens. J'ai l'impression que les gens ne se sont jamais détestés. Autant. Qu'ils soient pro-vaccin, anti-vaccin, pro-masque, anti-masque, je n'ai jamais vu les gens se haïr autant que depuis le Covid. C'était Et alors vous l'avez vécu comment cette période-là ? Est-ce que ça a été propice à la création justement ? Est-ce que ça vous a permis d'écrire à Méline Nothomb ? J'ai détesté, mais ça a été très propice à la création. J'ai détesté déjà pour une raison simple. Mon père est mort au premier jour du confinement. Oui, c'est terrible. Et je n'ai pas pu me rendre en son enterrement, comme je le disais tout à l'heure. Donc comment voulez-vous que j'identifie cette période à autre chose qu'à la pire période de ma vie ? Par ailleurs, ça a été extrêmement fécond, non seulement pour la lecture, mais pour l'écriture. Parce que je n'ai jamais été du style à me morfondre, donc dans l'état d'extrême détresse qui était la mienne, j'ai cherché tous les moyens littéraires pour s'en sortir, que ce soit par la lecture ou par l'écriture. J'ai vraiment pratiqué la lecture et l'écriture de survie. C'était très intéressant. Et finalement, mis à part effectivement cette grande douleur où vous étiez, ce silence où on était tous, finalement, c'est quand même assez étonnant, justement, quand on parle de tempo, etc. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un tempo dans le silence comme ça, Méline Nothomb ? Ah, c'est la meilleure manière de le trouver. Je le répète, mon son est très ténu. J'ai besoin vraiment de tendre l'oreille pour l'entendre. Dans ce grand silence, je l'entendais particulièrement bien. Ouais. Tiens, c'est marrant parce que moi, pas du tout. Axel Naroditsky, oui. Ouais, non, parce que justement, moi, j'arrivais plus à... J'avais du mal à écrire, à faire des choses, parce que j'ai toujours écrit beaucoup, que ce soit des scénarios, des musiques, tout ce que vous voulez, mais j'ai eu du mal à écrire, en fait, parce que j'avais besoin de vivre des choses dans ma vie pour pouvoir raconter ce qui se passait en moi, ce qui se passait autour de moi, ce qui se passait. Quand on a 16 ans, ça me paraît tellement normal. Et moi, en fait, ce silence, il était terrible pour moi. J'y arrivais plus. Moi, je sais pas comment. Moi, à 16 ans, c'est sûr qu'on aurait pu difficilement m'enfermer. Judith, je crois qu'on est d'accord, vous et moi, pour dire que qu'est-ce qu'on se réjouit de ne pas avoir eu 16 ans à l'époque du Covid. Quelle horreur. Bon, après, il y en a eu. Chacun a eu ses. Oui, mais bon, nous, on pouvait sortir, on n'était pas confinés quand il y avait le sida. C'est ça, nous, on ne se privait pas de sortir quand on avait 16 ans. C'est clair. Axel Naroditsky, je sais que vous êtes essayé à la réalisation également, puisque vous avez fait votre propre clip. Oui. C'est ça. C'est votre but ultime, devenir réalisateur, finalement ? Alors en fait, je sais pas, parce que là, je suis en école de réalisation à l'Écart, à Ivry. Et en première année, je suis rentré là cette année. Et je sais pas vraiment ce que je veux faire. En tout cas, je veux réaliser et je veux jouer en même temps. En fait, je sais pas lequel des deux. Souvent, on me dit, mais tu veux faire quoi ? Tu veux jouer ou réaliser ? En fait, je sais pas, parce que ce que j'aime, c'est vraiment la relation qu'il y a entre le réal et l'acteur.
Parce que donc se mettre en scène soi-même, c'est compliqué dans ces cas-là. Alors ça m'intéresse pas. Ouais, d'accord. Ça m'intéresse pas. Non, j'aime bien travailler avec les gens, moi. D'accord. C'est marrant parce que j'ai toujours été en compétition avec tout le monde, sauf là. D'accord. Là où j'ai envie de... Au moins, c'est clair. J'ai envie de bosser avec tout le monde. Fascinant. Donc ouais. Et ouais, non, j'ai envie, en fait, je trouve qu'il y a vraiment des trucs à partager dans le cinéma. Et tout ce que j'ai pu vivre, je pense à Vincent Jamin, avec qui, le réal de Vise le Cœur, avec qui j'ai eu une super relation pendant le tournage et avec qui on a partagé vraiment un vrai échange sur chaque scène, chaque mot, et on se retrouvait le soir dans les chambres d'hôtel pour parler des scènes du lendemain. Et c'est vraiment ça que j'aime. Et je pense que j'aime ça des deux côtés, du côté du réal ou du côté de l'acteur. D'accord. Ouais. Donc finalement, pour vous, Axel Naroditsky, travailler, que ça soit musicalement ou en tant qu'acteur, etc., c'est forcément avec les autres, quoi. C'est forcément avec les autres, ouais, je pense. Enfin, je pense que... Surtout en plus c'est marrant, c'est en rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. J'aime bien la solidarité. Je vous disais ça manque de solidarité dans ce monde. Et il faut la créer, quoi. Et du coup là maintenant, je pense que c'est vachement utile. Puis on remarque toujours qu'on arrive toujours à quelque chose de mieux ensemble. Parce que tout le monde amène son truc et qu'au final dans la finalité ça rend mieux, je trouve. Axel, justement, j'ai une autre question. Quand on est comédien, quand on est chanteur, etc., on sort, donc on est dans un film ou on est dans un CD qui sort, qui reste. Il y a une espèce d'envie d'immortalité quand même très jeune comme ça. Vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que c'est pour pallier une angoisse que vous créez du coup ? Est-ce que c'est juste un désir absolu que vous avez depuis toujours ? Je comprends pas la question. Est-ce que c'est pour pallier à une angoisse de justement de pas être immortel que vous créez, ou c'est juste simplement un désir absolu depuis vos tout débuts ? Non, je sais pas. Alors en plus ça reste pas vraiment parce que moi j'ai mis mon album, il est que sur 1 an, donc je peux le renouveler. Ah oui, parce que c'est en ligne, vous. Oui, moi je suis encore à l'ancienne avec les CD. Il n'y a plus de CD. Moi j'ai pas fait de CD. J'adore la réponse d'Axel parce qu'on voit qu'Axel est tellement jeune qu'il se pose même pas cette question. C'est tellement beau. Il est déconnecté de mon président. Non, mais je me dis en plus parce que je sais que j'ai déjà fait plein de trucs et qu'aujourd'hui j'écoute mes anciens sons par exemple. Et c'est pas que ça me plaît pas, c'est que c'est pas du tout représentatif de ce que je fais. Et de qui vous serez dans 5 ans, c'est sûr. Et puis voilà, donc je me dis, forcément, Laura, j'adore mon morceau aujourd'hui, et puis d'ici demain. Mais que c'est beau cette immédiateté, j'adore ça. Et vous êtes un peu comme ça aussi, Amélie Nothomb, hein, même si vous, effectivement, vous avez écrit, on l'a dit, il y en a 30 qui sont sortis, il y en a 100 qui existent, des livres, donc vous marquez votre époque, hein, clairement aussi, puis vous êtes une immortelle, puisque les livres, ça reste pour le coup. Est-ce que vous en avez conscience de ça ? Pas du tout. Et vous en avez envie ? Pas du tout. C'est la dernière de mes préoccupations. Ça vous intéresse pas du tout, C'est la dernière de mes préoccupations. C'est peut-être le seul point commun que j'ai avec Axel, c'est que vraiment, je ne me projette dans aucune temporalité. L'instant présent, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc, quand vous écrivez un livre, même si vous commencez un autre livre dans la foulée, vous vous projetez jamais sur le livre d'après. Mais jamais. C'est déjà tellement difficile d'être en train d'écrire un livre, d'y mettre tout. Comment voulez-vous que je pense à l'après ? C'est pas possible. Finalement, vous vous retrouvez aussi dans votre processus créatif, tous les deux. Est-ce que vous êtes d'accord l'un et l'autre pour dire que le processus créatif est le même, quel que soit le moyen d'expression, finalement ? Alors, je suis pas sûre que ce soit le cas pour tout le monde, mais je trouve que quand j'écoute Axel, je me sens très proche de lui. Oui, quand il dit par exemple que créer pour lui-même, c'est un truc qu'il dépasse, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais, non, mais moi j'ai beaucoup, j'ai adoré ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à vos livres. Et non, je pense que on se rapproche. Il y a des points communs, Écoutez, la phase ultime, c'est que on va faire un truc ensemble. Je sais pas quoi. Hein, j'adore quand mon émission elle se passe comme ça, parce que c'est une émission qui crée le lien. Alors quand le lien est créé, je suis ravie. Alors c'est une question à laquelle vous allez avoir un petit peu plus de mal à répondre, Axel Naroditsky, mais vous pouvez quand même essayer, parce qu'on est quand même dans l'émission qui parle de l'excellence française. Est-ce que vous pensez, Amélie Nothomb, qu'il y a une exception culturelle française ? Oui, je le pense parce que j'ai vécu dans énormément d'autres pays. Il y a une focalisation de la France, non seulement sur la culture, mais sur le plaisir. Voilà, les Français ont un art du plaisir que je n'ai jamais vu ailleurs. Je peux le dire, je ne suis pas française.
je vis maintenant en France, mais quel bonheur. Par exemple, L'art de vivre, quoi. Une de mes grandes passions, c'est le champagne. Ah. Qu'est-ce que j'ai bien choisi le pays où j'allais vivre. Vous habitez pas à Reims, tiens. Je n'habite pas à Reims, mais cela Et du coup, vous saurait n'aurez pas tarder. une bouteille de champagne à chaque fin de livre? Non, mais par Pendant, contre, en fait. Pendant, Voilà. c'est ça. j'en ouvre beaucoup plus souvent Quand j'ai que fini, ça, la mon bouteille cher aussi, elle est Axel. finie. Beaucoup plus souvent que ça, mon cher Axel. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une idée de ça, Axel Naroditsky? Vous non, avez l'impression je- qu'on est dans un pays d'exception, quand même, ou pas? En fait, je comprends pas trop la question non plus. D'accord. C'est encore une Bon, question que ça je comprends viendra, pas. c'est une question de génération. L'idée, c'est exception culturelle, c'est qu'on est quand même dans un pays où il y a un art de vivre qui est propre à ce pays. On a un système aussi, on est en République, il y a la laïcité. Ouais, je sais pas, moi il y j'aime a- pas trop les Français, mais. D'accord. Ok. Vous avez tort. Ouais, Vous avez non. tort avez parce tort. que vraiment les Français Ça sont des viendra. gens extraordinaires. Et méfiez-vous. C'est vrai que je pense que les jeunes Français cultivent beaucoup la haine des Oui, non, mais après, c'est je dis ça, dommage. Mais je- pourquoi vous dites ça? Non, mais je dis ça. Justement, dans- non, mais pourquoi vous le pensez surtout? Non, On a mais en envie de fait, savoir. je sais même pas si c'est les Français ou si c'est. En fait, c'est parce que souvent je m'entends bien avec les étrangers. D'accord. Donc, Et je vous me- entendez pas vous bien avez avec les raison Français? d'aimer les Bah, pas tout le étrangers. temps. D'accord. Plus qu'avec les étrangers, en tout Oui, mais cas, en à chaque même fois temps, que. c'est chez Vous vous, avez on raison. s'entend pas bien toujours En avec même les temps, gens qui voilà. habitent chez soi. Vous avez raison C'est ça que d'aimer j'allais les dire. étrangers. Amélie Mais il faut Nothomb. aussi aimer les Français. Ouais, il faut aimer son pays, c'est important. Oui, non, c'est important, mais je trouve qu'on a une manière de penser des fois qui est un petit peu. Bon. Vous savez, il y a Alors, des moi, Après- je peux après, dire c'est quand même, hyper un cliché, pays ce que je suis en train de dire, d'exception hein, mais, parce qu'on est un pays où il y a un système de sécurité sociale qui n'existe Voilà. nulle part ailleurs. On a Voilà. l'école gratuite, on est en République, Et on on n'est a pas la content. laïcité, etc. Et on n'est pas content, mais ça fait aussi partie du Ça charme du fait français. partie. C'est Oui, tout c'est à ça. fait de ne vrai. pas être content. C'est hein. tout à fait vrai. Alors pareil, vous allez avoir du mal à répondre à cette question Ah, parce que encore, c'était il mais y a pas décidément. longtemps. Vous êtes bien jeune, c'est pour ça. La dernière, rapidement, Amélie Nothomb, que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Est-ce qu'il est content? Je dirais à l'enfant que j'étais, ça va se passer beaucoup mieux que ce que tu penses. La vie a beaucoup plus d'imagination que toi. N'aie pas peur. Ouais, c'est une bonne petite phrase. Vous avez un truc à dire à vous quand vous aviez 8 ans Axel? Ouais, moi j'étais très impatient. Oui. Et, Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à ce petit garçon rapidement alors? Je dirais ça arrive, t'inquiète. Ça va venir? Ouais, ça arrive. Vous y croyez encore là? Ça arrive. Ouais, ouais. Vous vous imaginez à 30 ans déjà, Axel Naroditsky? Ouais. Pas du tout. Ouais. Ah ouais. Vous vous imaginez où? Je sais pas, en fait, il y en a plein. Firmament. Je m'imagine, il y a plusieurs options, hein, Ouais. mais non, ça va. Enfin, j'y crois. Vous voulez que J'ai ça envie d'y brille? croire. Ouais. Ouais. Et vous savez où vous voyez? Non, ou je pas sais du pas. tout Je sais pas où je me vois exactement, mais je sais D'accord. que, en tout cas, je vais rien lâcher et que Sur la j'irai- même voie, quoi. Ouais, j'irai. Quoi qu'il arrive. J'irai pour. C'est bien parce Je que compte pas m'arrêter là. être excellent, ça veut dire être déterminé. Donc a priori, vous allez finir par être excellent. Bon, bah, c'est gentil. Hein, vous avez en face une grande C'est écrivaine gentil. française qu'il est aussi. C'était une très belle émission. Merci à tous les Bah, deux. merci beaucoup. Vraiment. C'était Merci formidable. beaucoup. Formidable, je Ouais, suis bien ouais. d'accord. Merci à tous les deux. Alors, je rappelle à tous que le dernier livre, Prix Renaudot, attention, 2021, de Amélie Nothomb, Premier sang, est sorti chez Albin Michel et qu'il est trouvable chez tous les bons dealers de livres. Évidemment, Axel Naroditsky, on peut vous retrouver jeudi qui vient, hein, c'est ça, sur TF1 dans Non, Fugueuse. c'est fini. Ah, c'est fini. Bah oui, c'est fini. zut. Merde. Alors, c'est quand le prochain passage où on Alors, peut voir prochain à la passage, télé? c'est Vise le cœur, je pense, début d'année. D'accord, tout début d'année. Alors on Ouais. va rester keep posted pour voir Axel à la télé. Et puis pour votre album, c'est les sites de streaming ou de De téléchargement, partout. j'imagine. De partout, D'accord. Apple Il a- Music, C'est Deezer, quoi le Spotify. titre de l'album? 4 feuilles. Voilà, 4 feuilles. 4 À feuilles. retrouver. Merci à tous. On se retrouve dimanche prochain à 19h sur Sud Radio. Merci à Maxime Sénat qui réalise cette émission, à Antoine Mazer au web, à Méloane Rock et sans oublier évidemment les équipes de Sud Radio. Cette émission est à réécouter en podcast, en vidéo sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio et les réseaux sociaux évidemment. Bisous les copains, à la semaine prochaine. C'était excellent.